Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Vous nous voyez en vidéo, vous voyez une partie du logo Hello. et vous allez avoir l'autre partie. Je suis avec Leslie, comment vas-tu Leslie? Très très bien et très très heureuse de faire ce podcast si renommé. Bah écoute, ça fait grave plaisir de m'accueillir. Où sommes-nous? Et merci pour ton temps. Et bien on est, comme tu peux le voir, dans nos bureaux. Voilà. Voilà, donc bureau qu'aujourd'hui elle a coupé le ou la Wi-Fi. Grand débat, à vous de nous répondre, pour justement virer tout ton personnel. C'est ça, pour être dans une ambiance intimiste avec toi. Bon, salut Jean-Baptiste qui doit nous écouter de pas loin. Qu'est-ce que WIM? Je suis grave content. En fait, je vais balancer des mots qui sont Future of Work, qui sont entrepreneurs avec un E, qui sont le statut d'indépendant, qui est le 4, 5e et le vendredi égoïste. Donc on va parler de tout ça. Mais avant ça, je veux dire, qu'est-ce que WIM et qui es-tu en fait, Leslie? Tu réponds à laquelle en première? Écoute, comme tu veux, je peux commencer par WIM, puisque... Allez, je te laisse partir en mode pitch. Ça ira plus vite, voilà. Et puis derrière, je et te là, on va raconterai rentrer dans qui le je suis. détail. Ok. Alors, WIM déjà. Donc, WIM, c'est une société qu'on a montée il y a 6 ans et qui met en relation le meilleur des talents indépendants avec des entreprises. Donc concrètement, on accompagne des entreprises de toute taille via une communauté de talents, de consultants en stratégie, en management, de managers de transition, qui est une communauté sélectionnée de plus de 3500 talents qui vont nous permettre de l'autre côté de répondre aux besoins en 48 heures de nos clients, soit sur des projets spécifiques, soit dans le renfort de leurs équipes opérationnelles. Les thématiques, c'est quoi exactement? C'est donc c'est des missions de conseil en stratégie, conseil en management, où on va être en concurrence avec des cabinets traditionnels, mais on apporte la flexibilité de faire appel à des indépendants qu'on va choisir sur un accompagnement sur mesure. Ton ancien employeur? Exactement, on doit être en concurrence avec mon ancien employeur. En tout cas, on est très fiers quand on est en concurrence avec eux. Et donc ça, c'est 50% des missions. C'est des missions de conseil, de l'accompagnement sur des projets de transfo, des choses comme ça. Et 50%, ça va être du renfort d'équipes opérationnelles, une direction financière, une direction RH, une direction marketing, une direction digitale, qui a besoin à un moment soit d'expertise, soit de renfort avec des profils tête bien faites qui vont très rapidement venir aider renforcer des équipes opérationnelles. Ça fait combien de temps que vous avez créé? Ça fait 6 ans, le temps passe vite. Alors justement, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pour moi une entrepreneur, et c'est la valeur ajoutée de ce podcast. Mais j'ai bien envie de prendre le pouls un peu de l'écosystème, des indépendants, il y en a de plus en plus. C'est quoi les profils, j'allais dire le genre, est-ce que les femmes sont bien représentées dedans? Et si oui, dans quel genre de fonction? Si tu vas nous parler de tous ces clichés qu'on peut avoir dans nos têtes. Ouais. Mais on revient à toi, on va faire un tour dans ta tête, ça s'appelle Dans la tête d'une CEO. Okay. Mais qui es-tu, Leslie? Et je me promets de pas faire de blagues sur ton nom de famille. Ah. Je me suis dit, est-ce que je l'ose en intro? Mais non. Ah, tu peux. En plus, c'est mon nom de femme mariée, donc ça fait pendant longtemps, j'ai pas eu ce nom-là, mais je l'aime beaucoup parce qu'on le retient bien. Les garçons, les gens le retiennent, donc c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà, garçon, mais avec une fille. Allez, c'est bon pour la blague. Alors, qui je suis? Écoute, j'ai 40 ans. Depuis peu, donc j'ai passé le cap. Tu lâches les âges comme ça. Ouais, c'est parce que tu vois, c'est nouveau, donc je le dis pour l'assumer, tu vois, voilà. C'est une thérapie pour toi, en fait. Exactement. J'ai 2 enfants, c'est important. Je commence par le perso, mais parce que forcément, ça me constitue, et donc un mari que j'aime très fort et que j'embrasse. Et à part ça, qui je suis? Écoute, donc j'ai monté WIM il y a 6 ans, mais avant ça, pour me présenter un peu, moi j'ai un parcours... on va dire de bon élève, entre guillemets, un peu classique. J'ai fait une prépa HEC, ensuite j'ai fait HEC, grande école, la majeure HEC entrepreneur, ce que je salue parce que ça m'a beaucoup apporté dans mon parcours. Et c'est la dédicace à notre cher boxeur Cyril Durand. Ah, Cyril, que j'embrasse, merci, grâce à qui je suis là aujourd'hui. Donc merci Cyril, le temple extraordinaire. Tu boxes ou pas? Écoute, il m'a offert un cours pour mon anniversaire d'initiation, justement. Et tu l'as fait ou pas? Je l'ai fait. C'est chaud. C'est hyper cardio. Moi, c'est hyper cardio, mais c'est extra. Enfin, c'est top. J'ai vomi, moi, la première fois. Ah, bah ouais, ça m'étonne pas. J'ai vraiment. Ah ouais. Il avait un peu honte. Mais bon, passons. Ouais. Donc, tu le disais, il y a 6 ans, création de WIM. Et tu disais, avant ça, qu'est-ce que tu as fait dans HEC? Alors, moi, donc, en sortant d'HEC, bon élève, bon élève. Écoute, avant ça, en fait, j'ai failli plusieurs fois monter des boîtes. Enfin, quand je suis sortie d'HEC, j'avais commencé à bosser sur un premier projet dans les salons de coiffure. Donc, tu vois, rien à voir. Comment on a failli monter des boîtes? Ça ressemble à quoi, failli? C'est que tu bosses pendant un moment sur un projet avec des gens et puis à un moment, t'avances. Et en fait,
le truc s'est pas fait, pour des histoires aussi d'investissement des uns des Mais autres. tu crois dès le départ? Ah, moi, j'y croyais au projet. Ok, donc tu as l'ambition de monter Ah, le j'avais projet, l'ambition c'est de pas... monter, Ok. mais je pense que j'étais un peu jeune. Et en fait, je pense que c'était aussi pas mon moment. Et donc, en fait, j'ai travaillé pendant... Et du coup, j'ai assez vite pris un job salarié. J'ai travaillé 1 an chez Webhelp. Et après ça, j'ai rejoint assez vite le BCG, le Boston Consulting Group, Ok. pendant 4 ans et demi. Donc, conseil en strat, très belle école. À qui tu voles Euh, du travail aujourd'hui. J'essaye de voler du travail et de développer une solution alternative, on va dire, à ces cabinets. Il faut de tout pour faire un monde. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Conseil en strat, du coup. Conseil en strat sur des missions d'accompagnement. Beaucoup, moi, j'étais sur des clients consumer. Donc, c'est des grands groupes de retail, de luxe, de grandes consos qu'on accompagnait sur des projets stratégiques. Qu'on a beaucoup en France, d'ailleurs. Exactement. Mhm. Et donc, du coup, écoute, j'ai adoré ce que je faisais, mais c'était un rythme très soutenu. Et j'ai eu mon fils, j'ai 2 enfants comme je le disais, j'ai eu mon fils à l'époque où j'étais au BCG. Et c'est vrai que l'équilibre pro-perso, quand tu es dans ces cabinets-là où les horaires sont quand même très, très, très importants, je le trouvais pas. Et donc, j'ai tenu 1 an après avoir eu mon fils. Et en fait, après ça, je me suis dit non, en fait, j'ai envie de chercher cet équilibre pro-perso. Et puis, j'avais envie de mettre un peu plus les mains dans le cambouis. Et donc, à ce moment-là, j'ai rejoint le Printemps. Où j'ai travaillé pendant 1 an dans un rôle rattaché à la DG sur des gros projets d'ouverture de magasins, de Là, rénovation. c'était en mode freelance à ce moment-là? Non, Ah, là ok. c'était en poste. C'était en poste justement où je me disais, dans un job plus corporate, opérationnel, je vais trouver peut-être plus cet équilibre. Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas vraiment trouvé, cet équilibre pro-perso. Je continue à bosser comme une dingue. Alors que... Ouais, Juste t'interromps, Leslie, vas-y. sur cette partie de grossesse avec donc ton premier Ouais. enfant. Euh, c'est quoi la limite quand tu parles d'équilibre vie pro, vie perso? Qu'est-ce que tu as ressenti ou enfin, parce que tu as dû prendre un congé mat, Ouais, j'imagine. C'est quoi quand tu es revenu de quand je suis congé mat? revenue. Qu'est-ce que t'as... En fait, Comment ça se matérialise? Parce que franchement, la question que je vais envie de te poser, c'est ouais. est-ce que tu dors mieux aujourd'hui? Est-ce que l'équilibre est meilleur? Pas toujours, parce que quand tu crées ta boîte, disons que tu choisis ton rythme. C'est une autre Mais forme de stress, c'est on une va autre dire. forme de stress Mais et clairement, qu'est-ce que tu ressentais au BCG à ce en fait, moment-là? ils font tout pour, enfin, ils essayent de tout faire pour t'aider parce que tu vois, quand je suis revenue, en fait, tu avais un système où tu pouvais revenir au 4/5e, etc. Sauf qu'en fait, c'est compliqué parce que enfin, c'est un cabinet où il y a une telle exigence, une telle discipline. demande des clients avec des timings qui sont courts, etc., que c'est très dur en fait de travailler au 4/5e. Le Et client est roi. le client est roi, tu as des horaires, tu travailles en équipe. Donc le jour que tu fais pas, c'est tes équipes qui doivent compenser, donc c'est compliqué. Donc tout ça fait en fait, moi, ça a été un peu le début de la fin. Parce qu'en fait, et puis du coup, tu peux plus vraiment choisir tes missions parce que déjà, tu es au 4/5e. Tu dis que tu peux plus te déplacer parce que tu es un bébé, etc. C'était compliqué. Et puis en fait, moi, je finissais au mieux à 21h en fait, le soir. Donc je me revois, c'était ma mère qui me prenait la relève de la nounou ou de la crèche et qui allait me chercher. J'allais chercher le petit à 21h chez ma mère et je rentrais. Enfin, tu vois, et Sans donc il y a un forcément moment où profiter de l'instant avec lui Ouais, en plus. et Ouais. donc je me voyais faire ça et à un moment tu te dis, enfin tu pèses un peu l'intérêt de ton job avec enfin avec ce que ça te coûte en fait en perso. Et je pense que moi c'était pas, je m'y retrouvais pas. Ouais. Et puis c'était à une époque où je pense qu'il y avait peut-être, aujourd'hui je sais qu'ils ont travaillé là-dessus, mais il y avait peut-être moins de rôle modèle féminin au BCG, donc j'avais du mal à me À te projeter. projeter Enfin, dedans. je parle du BCG, mais c'est Dans global tous au les... conseil en stratégie. Hein. Je Mhm. veux pas jeter la pierre parce que moi j'ai beaucoup appris. Donc je veux pas du tout donner Ah non, mais l'impression de tu sais que cracher t'es dans pas la la soupe. première. J'en ai reçu tellement des invités, des femmes, des hommes qui sont Ouais. passés BCG, McKinsey et qui ensuite montent leur boîte. La question que je vais te poser, c'est, tu l'as dit en plus en amont, en préambule, tu as dit que tu étais bon élève. Ouais. Et en général, quand on quitte un job, on prend des risques par rapport à ce qu'on appelle la carrière, un truc Ouais. dont on parle beaucoup à Mm. HEC, en prépa avant. Quand tu quittes BCG, qui est dans le top des boîtes de conseil les plus prestigieuses, enfin, j'ai une phrase, bon, elle n'est pas bien faite dans ma tête, mais Ouais. en gros, euh, combien de semaines d'affilée t'as attendu avant de te dire que 50% du temps de ta semaine, tu étais négatif, était néfaste sur toi? Tu vois ce que je veux dire? À Avant de quel moment réussir à tu t'es... sauter le pas. Voilà, à te dire là, il y a plus de 50% de ce job qui m'apporte moins que ce qui m'a... tu vois, qui me fait plus Ouais. de mal que de bien. Alors,
je dirais BCG, le choix, il a été assez... Enfin, pas trop dur parce que quand je suis revenue de congé mat, dans un coin de ma tête, je savais que j'allais pas forcément... que je me projetais pas forcément sur la durée. Et puis j'arrivais, voilà, ça faisait 4 ans et demi, j'arrivais à la fin d'un cycle parce que tu sais, tu passes des grades sans arrêt. Ok. Moi, j'arrivais à la fin d'un cycle où en fait, je me disais c'est le bon moment aussi, j'avais envie d'opérationnel. Donc même au-delà de l'équilibre. Là où j'ai eu le vrai dilemme, c'est au printemps parce que je suis partie donc moins d'un an après avoir rejoint le printemps. Donc, c'était un vrai sujet de me dire, merde, quelle image je vais renvoyer sur mon CV d'avoir tenu même pas un an au printemps, etc. Et là, c'est là où j'ai eu le vrai dilemme de me poser la question pendant des mois, en fait. J'allais dire, t'as tenu combien de temps? J'ai tenu, Entre la graine et j'ai les tenu, germes. on va dire, 3-4 mois. Et en fait, où je sentais que j'étais pas tout à fait bien, mais je me suis dit, je tiens. Et en fait, il y a un jour où j'ai eu vraiment une sale journée, un peu compliquée, etc. Et en fait, ça m'a fait la goutte d'eau. Et je me souviens, je suis rentrée le soir à échanger avec mon mari qui m'a aidée dans ce moment en me disant, mais attends, mais ça se voit, t'as la boule au ventre quand tu y vas, t'es pas bien, mais pars. Et je me souviens, j'ai fait le soir même mes petits calculs pour savoir combien de temps je tenais Pour avoir le financièrement. chômage, pour avoir les... Ok, ouais. Et le lendemain, j'ai posé madame. Mais genre, c'est tombé. Justement, comme j'étais la bonne élève, j'étais hyper engagée, donc je pense que personne l'a vu venir. Mhm. Et en fait, j'ai eu un déclic un jour et le lendemain, j'ai posé madame. Et quel sentiment? Genre de la fierté ou de la De la peur? fierté parce que tu te dis, faut que j'aille au bout de ce que je sais pas. En fait, je savais pas du tout ce que j'allais faire derrière. Je savais pas du tout où j'allais. J'avais pas du tout Et ça te anticipé. ressemblait pas, quoi. Et ça me ressemblait pas du tout de pas anticiper. J'ai toujours anticipé dans ma vie. Et en fait, ouais, assez droite dans mes bottes. En fait, je sentais que c'était le bon choix pour moi. Donc, la peur, mais en même temps, fière de toi de dire, allez, là, c'est le moment La limite, d'oser. c'était quoi? C'était de remplir une sorte d'objectif, donc la carrière, le beau job et tout. Et qu'en gros, il y a un moment, tu t'es rendu compte que ça ne t'apportait pas assez de bonheur dans ton quotidien, que même la finalité du job était pas assez importante par rapport à toutes les contraintes que ça engendrait. Je pense que c'était pas aussi clair dans ma tête, Ok. ce que tu dis. Parce que moi, je suis, comme tu dis, bonne élève. Donc, j'ai un côté où je peux être très docile. C'est-à-dire que j'aurais tout à fait pu potentiellement Rester encore rester 2-3 dans ans. une grosse boîte, corporate, monter les échelons, jouer le jeu politique. Je sais le jouer, si tu veux, et j'aurais pu, parce qu'il y a une partie de moi qui est prête à jouer ce rôle. Mais je pense que, en fait, quand j'ai démissionné, c'était plus effectivement me dire je suis pas alignée. Mais c'est de l'intuition, j'ai C'était de l'impression que c'est un l'intuition. truc du gut feeling. À C'est quel moment t'as eu ce déclic de te dire j'écoute mon gut feeling, même si c'est pas rationnel, même c'est le financièrement? moment où tu sens que ça te coûte trop, en fait. C'est Ok, physique. ok. Moi, c'est physique, en fait. Souvent, comme je suis assez résiliente dans ma tête, souvent, c'est mon C'est ton corps corps qui... qui m'envoie le truc de t'as la nausée avant d'aller bosser, t'es pas bien, t'arrives pas à te lever le matin, tu sais, limite un peu les symptômes un peu d'un burn-out, quoi. Je pense que moi, j'ai frôlé ça. Donc, en fait, c'est mon corps qui m'a sur la dit bascule, quoi. arrête, tu vois. Et ce petit truc-là, juste pour comprendre, là, c'est un peu psycho, mais Ouais. ça t'a apporté des choses dans ta vie, justement, d'être capable aujourd'hui d'écouter des signaux qui peuvent être physiques. Tu sais, on t'envoie un truc, t'es en mode, oh, en fait, j'ai pas envie d'être là, quoi. Ouais, je pense que je m'écoute, enfin, au fur et à mesure des années, tu vois, je fais un travail sur moi et j'apprends à m'écouter. Ok, Enfin, on parlera du 4/5e, on va en parler. voilà, mais ça, c'est un sujet où je me suis écoutée en me disant, même en tant qu'entrepreneur, en fait, j'ai besoin de prendre du temps pour moi et t'es à fond dans ta boîte, mais il faut pas s'oublier. Et je pense que ça, au fur et à mesure des... Et puis mes années de freelance, parce que donc après le printemps, en fait, un peu par hasard, j'ai été freelance pendant plusieurs années. Ok. Et ce moment-là aussi où c'était un équilibre pro-perso extraordinaire et où c'était une période enchantée, je dirais, professionnellement. Ça m'a aussi appris à m'écouter et à... Alors que tu l'attendais pas en plus à la base. Je l'attendais pas du tout parce que donc quand je suis partie, pour te finir ma vie, mon œuvre, quand je suis partie du printemps, donc je ne savais pas du tout ce que j'allais faire.
Mais t'es J'étais allé faire la grasse mat. J'allais faire la grasse mat, j'allais prendre du temps. Tu vois, j'ai fait. C'est un moment où j'ai pris du temps. J'ai fait des cours de poterie, des cours de. Tu vois, des moments où tu te dis, je prends enfin du temps pour moi. Et en fait, assez vite, j'ai un copain qui m'a appelé pour faire une mission en freelance, pour l'aider sur une mission pour le Club Med, sur leur transfo digital. Lui, il avait une boîte dans le digital où il plaçait des profils digitaux. Vincent Klingbeil, que j'embrasse. Et c'est comme ça que j'ai fait une première mission en freelance. Et ensuite, le bouche à oreille, etc., fait que j'en ai fait une deuxième, une troisième. Et en fait, j'ai découvert un monde, une manière d'accompagner des clients que je connaissais pas du tout. C'est quoi la posture qui est différente, peut-être Déjà, c'était il y a 10 ans, à un moment où des consultants freelance sur du profil strat, c'était très peu développé et surtout des profils qui n'avaient pas 50 ans et plus. Et en fait, la posture, j'avais sous-estimé en fait, la liberté de ton. Tu vois que tu peux avoir quand tu interviens en tant qu'indépendant par rapport à quand tu arrives avec une étiquette d'un grand cabinet. La liberté d'être toi-même, en fait, et du coup de créer une relation beaucoup plus humaine avec tes clients. Parce qu'il n'y a pas d'argent dedans. Est-ce qu'il y a ça aussi? Quand je dis il n'y a pas d'argent, il y a un intermédiaire, mais c'est pas lui qui te paye directement, c'est peut-être Vincent via sa boîte de conseil. Ouais. C'est quoi la posture qui est différente que versus être en CDI chez BCG ou sous en fait, la relation que tu crées avec le client, en fait, c'est pas la même parce que quand tu interviens en tant que BCG, t'es un parmi d'autres, ça aurait pu être toi comme ça aurait pu être un autre. Okay. Quand tu interviens en tant qu'indépendant, le client, il t'a choisi toi. Okay. Et du coup, toi, tu interviens en étant libre de ton ton, de ta manière de faire les choses. Tu dois dois pas respecter quelque part des codes. Okay. De la boîte de laquelle tu viens, c'est les codes que tu crées, c'est tes codes. Donc tu vois, même vestimentairement parlant, c'est con, mais en tant qu'indépendante, je me permettais de m'habiller de manière un peu plus cool qu'effectivement quand tu es au BCG, tu as un certain nombre t'as un dress code à respecter. Et ça fait partie du... Ton dress code perso, ça te fait sentir quoi d'avoir cette flexibilité dans ton travail à cette époque? Tu mets plus de toi, en fait. Et du coup, en fait, tu te sens en fait libéré de pouvoir être, de parler de toi, de raconter ta vie, de créer une relation plus amicale avec tes clients, en fait d'être un peu plus peut-être vulnérable, on pourrait dire. Okay. Et en fait du coup, plus sincère. Et en fait, je trouve que cette vulnérabilité fait que tu crées une relation encore plus de confiance avec ton client qui se permet lui aussi peut-être d'être plus vulnérable avec toi. Et donc d'être dans un truc un peu plus de co-construction, de relations où tu vas vraiment sentir que tu l'aides personnellement au-delà de faire une mission. Et ça, tu vois, j'avais sous-estimé ça. Et c'est ça que j'ai trouvé, moi, extraordinaire en tant qu'indépendante, au-delà du côté, tu choisis ton rythme, tu choisis tes missions, tu choisis ton taux. Ça, évidemment, c'est des vraies valeurs ajoutées. Mais c'est cette liberté, moi, j'avais sous-estimée et qui a fait que j'ai adoré et que j'y suis restée pendant plusieurs années en tant que freelance. Et c'est ça qui m'a donné envie de monter WIM, en fait. C'est d'aider d'autres gens à sauter le pas et à promouvoir ce nouveau modèle d'accompagnement, quoi. On arrive gentiment vers WIM. Ouais. Juste, j'ai envie de parler de prix. Je sais que c'est tout un sujet, le pricing, le TJM, être capable de bien se pricer. Et j'ai cette idée, là, j'ai pas de stats à l'appui, mais je sais que les femmes, en tout cas, négocient moins leur salaire, ou on sont moins enclines. Ouais. Oula, je crois qu'on va rester là-dessus. Ils sont moins déter pour le faire. En fait, je voulais savoir, est-ce que toi, dès le départ, tu as eu ce rapport-là à l'argent ou tu as l'impression de demander plutôt qu'offrir une opportunité de travail avec toi? Je me suis beaucoup bradée les premiers. Ouais. Quand j'étais freelance, je me suis énormément bradée. Déjà, je connaissais pas, c'est un nouveau marché. Qui te l'a fait ressentir? Comment t'as fait? Tu t'es comparé? Je l'ai découvert au fur et à mesure, en fait. En fait, je me vendais à un taux où, en fait, j'ai compris que, en fait, j'étais plus que moitié prix par rapport à ce que... Mais en fait, au départ, quand on te donne un taux, tu te dis... Déjà c'était nouveau. Donc, quand on m'a proposé mes premières missions, déjà, je me dis, mais comment je vais savoir, moi, faire des missions toute seule, sans avoir derrière toute la force de frappe d'un cabinet, de toute la knowledge, les databases, les machins, comment je vais faire? Donc en fait, j'avais l'impression, déjà, j'étais même pas sûre d'en être capable. Donc limite, on m'aurait dit, tu le fais gratuitement. Je me serais dit, ouais, d'accord, comme ça au moins, j'ai pas envie de décevoir. Donc je préfère me vendre pas trop cher pour être sûre que j'apporte la valeur de ce que je demande. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu prends confiance en toi, tu benchmarks un peu avec, tu te fais ton petit réseau de potes qui font comme toi, et donc tu benchmarks un peu les choses, et du coup tu t'assumes plus de définir ton taux, mais clairement
il y a un vrai... Enfin, en moyenne, il y a un vrai écart des femmes qui, pour oser demander, et moi je le vois au quotidien, là, sur notre communauté de freelance, parce que du coup, on est sans arrêt en train de proposer des taux et de discuter des taux avec les indépendants. Et c'est vrai que c'est de moins en moins le cas, mais tu as quand même un vrai sujet où les femmes, souvent, surtout quand tu es fraîchement indépendant, en fait, osent pas trop négocier, quoi. Alors que tu as juste à mettre BCG ou McKinsey ou autre, et en général, tu peux justifier d'un premium de 20%. Et puis réussir à tenir ça, quoi, en fait. Et je trouve que, dis-moi si je me trompe, mais le prix fait partie du branding, notamment quand tu es indépendant, dans le sens où plus ton prix est élevé, Complètement. parfois il y a des boîtes qui ne vont pas vouloir aller parler avec Leslie Garçon si elle est à ce prix-là, mais si elle est à ce prix-là, il n'y a pas de souci. Et quand je dis ce prix-là, c'est plus élevé. Plus élevé, ouais, je suis d'accord, et je le vois au quotidien. Enfin, moi, c'est vrai que quand j'ai parfois des consultants qui se bradent, alors je devrais pas le dire parce qu'ils vont tous mais qui se mettent vraiment bas. Les clients vont être contents. Qui se mettent vraiment bas par rapport à, on va dire, leur CV. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi ils se mettent si bas? Enfin, c'est étonnant. Donc, je suis d'accord. Et à l'inverse, ceux qui se brandent des fois très très cher, tu te dis, bon, au moins, il est sûr de lui, quoi. Celui-là, il a intérêt à délivrer. Ou celle-là, il est sûr de sa valeur, quoi. C'est ce dernier cas, c'est plus souvent des mecs ou pas forcément? C'est plus souvent des mecs. Ouais. C'est plus souvent des mecs, mais de manière générale, en fait, on a, nous, plus de mecs que de femmes. Enfin, on en parlera peut-être, mais on va en parler. Aujourd'hui, on n'a que 30%, nous, de notre communauté, qui sont des femmes. Okay. Et c'est un vrai enjeu de promouvoir l'indépendance au féminin, en fait, qui est une forme d'entrepreneuriat, en fait. Pour moi, c'est simple. On parle d'entrepreneuriat, on parle indépendant. Donc, c'est les mêmes problématiques que sur l'entrepreneuriat. Exactement. Sauf qu'en plus, la difficulté, c'est que le produit que tu vends, c'est toi. Donc, il faut être d'autant plus sûr de toi que quand tu es indépendant, tu dois te vendre toi-même. Et donc, je pense que c'est aussi la valeur ajoutée des plateformes comme la nôtre. C'est de dire, t'as pas besoin d'avoir un réseau énorme, de te vendre toi, je vais t'aider, je vais te créer des opportunités, je vais te faire à la courte échelle. Et puis après, oui, à un moment, tu vas devoir faire un entretien, mais je t'aide à ouvrir des portes. Parce que c'est ça qui est dur, en fait, c'est d'aller ouvrir au départ des portes et de créer des opportunités. J'ai lu, alors je sais pas si c'est 60 ou 70%, mais c'est quand même énorme, de personnes aux US qui sont en CDI et qui disent qu'ils travaillent pour faire leurs heures, pour toucher leur argent. Donc, je fais le minimum. Donc, ça voudrait dire que c'est un désintérêt de créer réellement de la valeur pour la société. On fait le strict minimum. Est-ce que tu as remarqué ça dans des boîtes? Bon, là, je prends vraiment une donnée très macro. Et la question, du coup, vers laquelle je tends, je te la pose. Est-ce que chacun d'entre nous devrait avoir une petite part d'indépendant et d'entrepreneur? Ou est-ce que ce serait une solution pour une grande partie d'entre nous? C'est pas fait pour tout le monde, parce que moi je parle toutes les semaines à des gens qui se posent la question du passage à l'indépendance. C'est pas forcément fait pour tout le monde, parce qu'il faut assumer cette part l'entrepreneuriat, ça va avec un risque financier, ça va avec le fait de pas toujours pouvoir, quand tu es indépendant, anticiper à 2 ans, à 3 ans, à 2 mois ou à 2 mois, ce que sera ton quotidien dans quelques mois. Donc il y a des gens qui arrivent à vivre avec ça et d'autres non. Bien sûr. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il y a un peu une perte de sens de beaucoup de salariés. Et nous, on le voit encore plus depuis le Covid. Je pense que, en fait, tu vois, tout le télétravail, tout le côté... il y a eu un avant, un après 2020. Et nous, on le voit sur le nombre de gens qui sautent le pas pour passer indépendant. Le nombre de gens qui tapent à notre porte aujourd'hui, ça a énormément augmenté. Et c'est la quête de sens, la motivation. Et c'est la quête de sens, parce que c'est que nous, on est plutôt sur des profils de haut niveau. Donc, c'est plutôt des gens qui n'auraient pas de mal à trouver un CDI. Et c'est un vrai choix où, en fait, ils se retrouvent plus tellement dans l'entreprise, en tout cas sur une carrière long terme. Aujourd'hui, des gens qui restent 10 ans dans la même boîte, c'est de plus en plus rare. Et en fait, qui vont plus être intéressés par un projet qui va les animer à un instant T que vraiment un plan de carrière sur le long terme dans une entreprise. Tu as ôté le mot de ma bouche, le mot carrière. Est-ce que tu en parles encore à titre perso de la carrière? Moi? Ouais. Plus du tout. Tu vois, j'ai appris à vivre à l'instant T sans forcément anticiper. Du coup, là, je ne sais pas du tout. Le jour où je lâche Wim, qu'est-ce que je fais? J'ai aucune idée. Et en fait, j'ai appris à... Comme en fait, il y a beaucoup de... Les belles choses de ma vie, elles se sont faites un peu par hasard. J'ai appris à faire confiance au destin. Je crois beaucoup en ma bonne étoile. Et donc, j'ai appris à laisser de la place au vide, parce que c'est souvent le vide qui te crée les meilleures opportunités. Et voilà la grande finalité, le grand apprentissage que tu as eu en
en quittant le printemps. Exactement. On en C'est ce parlait vide qui juste m'a fait avant. passer indépendante et c'est ça qui m'a permis ensuite d'avoir l'idée de monter Wim. Donc, Bon, parle-moi de la voilà. première brique de Wim. On a bien compris la value prop. Euh, je- euh, Première brique, vision. Et dedans, je voudrais juste savoir le business model. Est-ce que c'est un cut que vous prenez Ouais. ou est-ce que c'est une forme d'abonnement? Euh, Allez, l'instant pub. Vas-y. Alors, je te fais quoi? Première Balance brique? tout dans tout. Tu vois? Tu ne regardes pas tes notes car c'est une Non, conversation. c'est une Et ça conversation. part dans tous les sens. Écoute, alors première break déjà. Donc moi j'ai cofondé Wim avec mon associé Aristide. Là encore le destin parce qu'on s'est rencontrés où? Sur LinkedIn. J'étais Ça va, freelance. mais... J'étais freelance. Ah, Non ok. mais il m'a contacté quand j'étais freelance parce qu'il avait vu que j'avais fait des missions dans la joaillerie. Lui, il était encore dans un cabinet chercher des experts de la joaillerie et il m'a contacté pour prendre un café parce qu'il voulait chercher des experts freelance pour placer sur des missions. C'est comme ça que je l'ai connu. Quoi? Et, Répondez à vos messages. et en gros, et on s'est associés, on s'était peut-être vu 10 fois, on se connaissait très mal, mais on s'est retrouvés en fait sur cette envie de promouvoir ce future of work, ce conseil indépendant, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est associés. Donc déjà, le truc assez improbable. C'est quel profil, lui? Lui, il a fait aussi du conseil en management. Il est passé par Kurt Salmon, TNT, d'autres cabinets. Et voilà, et écoute, il était indépendant depuis un peu moins longtemps que moi. Ok. Mais avec cette envie de liberté, voilà, de bousculer un peu des codes, etc. Ok. Et donc on s'est retrouvés là-dessus et on se retrouve aujourd'hui sur nos valeurs, mais on est hyper différents. Et association, alors déjà, le fait que vous soyez hyper différent, que vous soyez vu que 10 fois, donc il y a quand même un risque. Il y a un truc pour pallier ce risque, donc je sais pas, c'est des tests de personnalité. Pas du tout. Non. À la one C'est again, l'instinct. let's go. C'est l'instinct. Ok. Enfin, moi, je pense que L'intuition. c'est l'intuition. Ok. C'est l'intuition. Je pense qu'on s'est dit, on le sent, et en fait, on n'a rien à perdre, on tente. Et puis au pire, c'est vrai qu'en fait, on est autofinancé aussi, nous, Wim. Donc ça change un peu la donne, c'est-à-dire qu'en fait, on a construit vraiment brique après brique, Wim. Si tu veux, on a construit la voiture tout en roulant. Donc en fait, on a appris à se connaître en disant bon bah viens, on lance. Bon bah faut qu'on se trouve un nom, on crée des statuts, mais après, en fait, on a commencé en faisant du commercial en fait, parce que c'est nos premiers clients qui nous ont aidés à financer ensuite nos premiers recrutements, nos investissements. Mais on a commencé, on était seuls en fait. Tu n'as jamais pris un projet sans avoir un ROI dès le départ dessus? Non. Et chaque année, j'ai financé mes investissements de l'année. Et ça reste toujours un de nos objectifs, c'est d'être rentable chaque année. Maintenant, aujourd'hui, on a un peu de trésor d'avance, etc. Mais on reste dans ce mindset d'être rentable chaque année et donc d'investir, que ce soit des recrutements, des investissements digitaux, etc. D'investir que ce qu'on peut investir sur l'année. Et pour reprendre ta métaphore de la voiture, je crois qu'aujourd'hui, la voiture a franchi le 31 décembre 2023 en inscrivant 16 millions sur Exactement. sur 16 le- millions et j'espère que c'est le que le nombre de début. CA. Bah, j'ai lu dans Welcome, vous venez d'annoncer, donc pour toutes les personnes qui veulent rejoindre Wim, vous recrutez ou pas en ce moment? On recrute tout le temps, mais oui, en Alors ce que moment en vous n'êtes particulier. qu'une petite team de 15 personnes, on va Exactement. en parler, Ouais. plus d'1 million par personne, ça fait comme C'est ratio. pas mal. Pas mal. Et vous dites que vous êtes en train de viser, en tout cas l'ambition c'est de faire 25 millions de CA. 25 à 2 ans et 20 cette année. Ouais. 20 cette année? Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un peu, je sais pas à quel point tu es transparente là-dessus, je te prends de court, désolé, Vas-y. mais c'est pas grave si tu veux pas nous en parler, mais je te demanderai pas la marge de manière, une marge sur ça, je pense que c'est un peu compliqué. Je veux savoir juste c'est quoi l'évolution du chiffre d'affaires. Le premier million, vous l'avez atteint en combien de temps? Et après, c'est quoi? C'est du x3, x4 d'année en année? On a fait l'année 1 3 millions Ah ouais, ok. et c'était top. On a fait 3 millions l'année 1. Combien de... C'était énorme. C'est quoi le ticket moyen d'une C'est mission et la durée? 50 000 euros Et c'est combien de temps? et c'est 3 mois. Et tu staffes combien de personnes dessus? En général, c'est une personne. Une personne. Ce dont je te parle, c'est une personne. Aujourd'hui, on fait à peu près 20% de nos missions, c'est des missions en équipe. Ok. Et Il y a le reste, c'est encore full. 80% des missions qu'on fait, c'est vraiment du one body shopping, comme on dit. Ok. C'est trouver le bon profil pour une mission Et sur de un 50 jour, un cas, mois, un an. combien Voilà. tu manges sur 50? Et nous, on prend en fait, comment marche notre Ouais. modèle, Ouais. c'est de prendre une marge. En fait, quand on vend une mission, on va contractualiser d'un côté avec le client, de l'autre côté avec l'indépendant. Et donc, en fait, nous, on gagne entre le taux jour qu'on propose au client et le taux consultant.
Ok. Et on prend une marge autour de 25%, Ok. entre 20 et 25%. Est-ce que j'ai quand même envie de parler de ça, c'est le suivi. Ouais, Une mission peut durer 3 mois, vous faites la mise en relation. Bon, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a un vrai outil pardon, et des personnes en interne qui font le matching. exactement. Raconte-nous un petit peu et surtout à quel point c'est le nerf de la guerre. Enfin bref, moi je suis convaincu, mais dis-moi si Ouais, je me ouais. trompe. Le suivi de la relation avec le client et avec le talent. En fait, je pense que ce qui a fait qu'on a passé un certain nombre de caps et qu'on a grandi, qu'on a réussi à fidéliser, à foisonner, une de nos forces, c'est justement ce relationnel qu'on a à la La fois avec les confiance. talents et avec les clients. Et en fait, par rapport à d'autres plateformes qui jouent beaucoup plus, je ne vais pas citer mes concurrents, mais qui jouent beaucoup plus sur une logique de volume, marketplace, nous, on a ce positionnement un peu hôtel 5 étoiles. C'est-à-dire que à la fois dans la sélectivité de notre communauté, on a une vraie logique de sélectivité avec des entretiens, des prises de référence. Donc chaque talent qui rejoint la communauté WIM, on l'a vraiment sélectionné, validé à la fois Ouais. sur son CV, mais aussi Quali, sur pas quanti. ses soft skills, etc. Mhm. Ensuite, on anime cette communauté de talents. Depuis le day one, on organise des events, etc. Enfin, le but, c'était quand même de créer la communauté dont nous, on aurait rêvé quand on était indépendant. Donc ça, Ok. c'est côté freelance. Et effectivement, côté client aussi, comme on est plutôt sur, effectivement, de répondre à des besoins stratégiques, clés pour l'entreprise, on peut pas dire au client de faire son shopping et basta. Notre valeur ajoutée, c'est vraiment de l'accompagner déjà dans cadrer un besoin. On va systématiquement échanger avec le client pour bien comprendre son besoin, ses Ça, c'est en enjeux. amont ou... Ça, c'est en amont. Ok. Et sachant qu'il y a des choses, parce qu'on peut t'envoyer une job desk, mais il y a des choses qui se disent et qui s'écrivent pas sur un contexte, une personnalité, des gens avec lesquels le consultant va travailler ou des choses comme ça. Et après, effectivement, il y a une de nos valeurs ajoutées, c'est le suivi des missions, ce que tu disais. C'est-à-dire que nous, on va faire systématiquement des suivis à 7 jours et ensuite tous les mois, où à la fois avec le consultant, enfin l'indépendant et avec l'entreprise, en fait, notre rôle, c'est de jouer un rôle de facilitateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la mission à la place de l'indépendant, Mhm. mais souvent, en fait, on est là pour faciliter les choses, pour coacher, pour éventuellement mettre en relation Pour l'indépendant, rassurer aussi. pour rassurer. Pour des fois, il y a des sujets de communication, s'assurer que le client est suffisamment dispo pour permettre à l'indépendant de bien faire sa mission, pour être sûr qu'il n'y ait pas Tu de... notes ça, excuse-moi de Ouais, t'interrompre, mais ouais, vas-y. typiquement c'est un truc que j'ai jamais fait avec mes clients. Jamais, jamais. Mm. Et je pense que ça leur fait plaisir aussi, mais je sais qu'il y a des personnes qui disent le nombre de retours maximum, ou le nombre de calls, ou le nombre d'emails carrément à échanger max dans le cadre d'une mission. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire côté client ou de notre côté? Côté client, en fait, c'est pour protéger aussi le talent, que le client ne l'harcèle pas tout le temps. Ah, Donc mettre des quotas, des choses comme non, ça. non, mais pas du tout Mais des il y a trucs des comme règles ça. de bonne conduite que vous mettez. Il y a des règles de bonne conduite une journée de travail moyenne, c'est quoi? S'il y a trop de, tu vois, trop de 8h, nocturnes, trop de choses 22h. comme ça, tu peux dire attention. Enfin, on est aussi là pour ça d'ailleurs, pour Ok. dire attention, warning. Là, il a beaucoup travaillé, mais bon, voilà, ça, il faut pas que ça soit systématique, etc. C'est vrai qu'on est plutôt sur du... Enfin, c'est des gens qui sont plutôt bien... Nos indépendants sont plutôt bien payés, donc il y a une vraie attente côté client, mais à nous de trouver le juste équilibre d'un côté comme de l'autre, de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Donc, J'allais dire, on dans est là pour ça, nous. ce haut standing, est-ce qu'il y a des litiges parfois, ou est-ce que tu penses, parce que je pense que c'est le but d'aller Ouais. sur du quali et moins du quanti, c'est que si tu es très picky et que Ouais. tu choisis bien, il y a moins de problèmes. Bah, nous, on essaye de faire en sorte que 99% des missions se passent bien. Et c'est pour ça qu'on fait un gros boulot. Tu vois, je te disais, en 48 heures, on propose un profil, mais ces 48 heures, on les utilise vraiment à plein pour bien sélectionner les bons profils. Parce qu'une mission qui se passe bien derrière, c'est cool, on est content. C'est quand ça se passe pas bien, c'est toujours chiant. Donc, on fait en sorte que Une ça se passe mission bien. en cache 10 derrière, peut-être. Exact. Et en plus, ça permet évidemment de développer, de foisonner, etc. Ok. Maintenant, on fait une science humaine, donc le 10 sur 10 systématique, il n'existe pas. Il peut y avoir des moments où ça se passe pas bien. Et tout l'enjeu, c'est justement d'être là suffisamment en amont pour aider à gérer la solution, soit justement coacher un peu l'indépendant qui peut-être peut manquer de drive ou qui n'a pas assez communiqué sur où il en était, Ok. enfin, tu vois, sur des sujets comme ça, ou pour éventuellement le remplacer. Ça J'allais- peut arriver, ça peut arriver. c'est une de nos valeurs ajoutées par rapport à appeler, contacter en direct un freelance. Débrouillez-vous, ouais. C'est que nous, c'est aussi, on a une garantie où
tu peux, si tu veux, mettre fin à une mission sous 15 jours et on s'engage à remplacer sous 15 jours l'indépendant. Et le talent aussi peut mettre fin à la mission. Et le talent peut aussi mettre fin à la mission. Et d'où l'intérêt, enfin j'allais vous dire, je voulais en parler, mais le bypassing, le fait que demain tu travailles avec un client et un talent, et que après-demain ils travaillent en direct, eux, Alors, nous, c'est ils des perdent choses la qualité. Et puis surtout, nous, c'est des choses qu'on prévoit dans nos contrats, et côté talent et côté indépendant, qu'il y a un engagement contractuel au-delà d'un engagement moral, de faire en sorte de se dire, voilà, si derrière la mission se poursuit, s'il y a des nouveaux sujets, tu t'engages à continuer à travailler avec WIM. Et justement, c'est tout l'enjeu, c'est toute cette valeur ajoutée qu'on apporte sur le suivi des missions, etc. Le but, c'est qu'ils y voient un intérêt. Qu'ils le fassent pas en se disant mince, je suis loqué avec WIM, je suis obligé de travailler avec eux, mais plutôt de se dire en fait c'est top. Et pour le quelques marges que je vais leur laisser, en fait j'y gagne parce que pour l'indépendant, j'ai le suivi, j'ai la sécurité financière parce que nous on paye nos consultants à 30 jours même si on n'a pas été payé par le client, et les grands groupes parfois on le sait malheureusement c'est pas toujours 30 jours. À ce niveau-là, parce que c'est un vrai enjeu. Je salue Christelle, notre RAF qui est extraordinaire là-dessus parce que c'est un vrai enjeu de relancer, de récupérer les bonnes infos, les PO, les machins. Ouais, il y a des outils, mais c'est exactement. Mais nous, notre outil, c'est Christelle, parce qu'il y a aussi beaucoup de subtilité des grands groupes où des fois tu dois savoir à leur place le fonctionnement de comment ça marche, les validations, les machins. Donc c'est un gros boulot chez nous. Aïno, je voulais juste parler d'une petite chose. Allez, bois avant que je t'enchaîne. Je vais faire une longue question. Je voulais parler évidemment de la représentation des femmes dans ce métier, mais avant ça, sur le matching. Est-ce qu'il y a une part qui n'est pas palpable, et je pense que c'est tout l'intérêt d'avoir le client au téléphone comme le talent, d'anticiper un matching émotionnel, quoi, de se dire si les gens peuvent quitter. On parle de matching affinitaire chez WIM, mais c'est exactement ça. C'est en fait, tu vois, aujourd'hui on parle beaucoup d'IA dans les RH, etc. Et évidemment, nous aussi on s'y met. Et on a automatisé un certain nombre de choses pour faciliter entre un brief client et derrière un CV, pouvoir identifier, faciliter des CV. Mais je pense qu'il y a une part d'intelligence, on va dire, psychologique, qui pour moi aujourd'hui n'est pas du tout remplaçable par l'IA, et c'est une de nos forces. Et qui est l'intuition. Qui est l'intuition, qui est cette finesse de se dire tiens, tel client, je pense qu'il va bien fitter avec tel talent. Tu vois, et ça, c'est des choses où à l'inverse, ça va pas le faire. Et ça, c'est des choses presque qui s'expliquent pas mais qui se ressentent un peu, et sur lesquelles nous, on travaille beaucoup. Et je pense que c'est une de nos forces, justement. Et c'est pour ça que quand on échange avec le client, qu'on lui parle, tu sens bien, quelqu'un qui est hyper speed, qui veut que ça aille vite, etc. Tu peux pas lui mettre un lent. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est des choses, je te donne un exemple, mais il y en a 20 000 comme ça. Après, tu as aussi une histoire de fit avec une culture d'entreprise ou un secteur. On travaille beaucoup avec le luxe. Dans le luxe, il y a un certain nombre de codes à respecter, de postures, etc. Où si tu sais que sinon ça se passe moins bien, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Un consultant dans le luxe le sait en général. Oui, mais nous, ça nous arrive de placer des consultants qui viennent pas du luxe, quand même dans le luxe. Justement, une des valeurs ajoutées, c'est de permettre aussi, quand tu fais de l'humain, c'est de permettre de diversifier, de prendre en compte aussi les envies de nos talents, pas que leur passé, mais aussi leurs envies futures, quoi, pour pouvoir justement évoluer, pas faire toujours la même chose que ce que j'ai déjà fait. Je crois que ce podcast est sous le signe de suivre son intuition quand même, et j'allais dire... on l'a déjà tous fait. On a déjà tous pensé à un pote ou une pote, et on s'est dit, il faut que je te présente à X ou Y. Même pote, ou parfois pour des relations amoureuses ou autres. Et il y a une excitation, il y a un truc qui est pas palpable, que demain, tu te dis, ce client, j'arrive à le staffer avec ce talent. Et en fait, tu vois ces deux personnes physiques, et tu te dis que 1 + 1 égale 3, quoi. Genre. Moi, d'ailleurs, avant de monter, quand je cherchais des idées de boîte, etc., je voulais monter une agence matrimoniale. Donc je pense que... C'est quoi une agence matrimoniale? C'est une agence pour trouver ton mari ou ta femme. D'accord, ok. En fait, j'adore créer des rencontres. Et je trouve que fait, c'est ça que j'adore, moi, dans ce qui me motive. C'est, tu vois, c'est quand tu vois des clients qui te disent « Ah non, mais c'est top !» Parce que déjà, vous m'avez trouvé quelqu'un qui m'a enlevé une épine du pied, qui m'a permis de le sortir la tête de l'eau sur mes besoins. Mais en plus, il est hyper sympa et je prends énormément de plaisir à travailler avec lui ou avec elle. Là, tu te dis, c'est génial. C'est que, en fait, nous, j'ai compris les deux parties. C'est cette logique performance et épanouissement. Et en fait, c'est un de mes vrais moteurs, c'est quand tu sens que tu permets aux gens de travailler, que ce soit client ou talent, en t'épanouissant parce que tu travailles avec des gens avec lesquels tu te sens bien.
Et ça, c'est un vrai moteur. Épanouissement, je fonce dedans parce que le temps file. On va parler des femmes juste après. Ouais. Parle-moi du 4/5e, de la culture d'entreprise et de ce vendredi que je quote d'égoïste. Mais j'adore. Alors, ça c'est pour moi, hein. C'est pas pour toute la boîte. C'est un cadeau que je me suis fait à moi-même C'est mon depuis, privilège. depuis septembre. En fait, voilà, après 5 Ah, ans ok. de... Donc après 5 ans quand même. Ok. Après 5 ans, oui, c'est nouveau. Ok. En fait, effectivement, je te disais, quand tu es freelance, tu choisis ton rythme. Tu vois, entre deux missions, je me prenais parfois un mois off Ok. pour remettre à plat un peu toute ma vie, faire les choses pour moi, etc. Quand tu crées ta boîte, Un peu plus compliqué. ces dernières années, j'ai été hyper investie. Je me sens à ma place, donc ça m'épanouit. Mais c'est vrai que tu mets beaucoup de toi. On est dans ce service un peu premium, donc une hyper forte réactivité. Moi, un client qui m'appelle à n'importe quelle heure, je vais lui répondre, etc. Tu t'engages avec tes salariés. Et je sentais qu'à un moment, j'avais un besoin de retrouver, je pense que c'est la crise de la quarantaine qui arrivait. Et je sentais que j'avais besoin de me retrouver, de me réaligner un peu avec moi-même. Et ma sœur, qui est coach, m'a pas mal accompagnée. Joy Solage, je la recommande, je fais un peu de promo pour elle. M'a pas mal accompagnée dans cette réflexion. Et en fait, cet été, je suis revenue en me disant, mais en fait, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin de me nourrir un peu moi-même pour pouvoir continuer à apporter et à prendre du plaisir à me lever tous les matins. Parce qu'en fait, quand c'est ta boîte, il y a des moments où tu en as marre, mais tu peux pas démissionner en fait. Quand c'est ta boîte, tu peux pas dire je pose madame. Donc du coup, faut trouver. Tu vois, il y a eu un moment dans l'année dernière où je sentais que j'avais plus de mal. Je prenais moins de plaisir. T'as plein, parce que là tu faisais le comparatif avec un CDI où tu peux te barrer entre guillemets, chose que tu voyais pas forcément quand tu étais au BCG. Ouais. Donc tu vois aujourd'hui d'un point de vue entrepreneur, c'est quoi, t'as atteint une sorte de plafond de verre pour passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire que toi, tu te rends compte que si tu bosses 20% de moins, tu seras plus performante et l'entreprise globale sera plus performante. Enfin, quand je dis 20% de moins. Oui. C'est de temps dans la semaine, mais après tu vas nous expliquer que tu cales ça en 4 jours. En fait, c'est qu'à un moment, tu te dis, quand tu montes ta boîte, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et donc, il faut trouver les armes pour tenir sur la durée et tenir en prenant du plaisir, parce que si tu montes ta boîte, c'est quand même pour kiffer. Enfin, moi, je l'ai montée aussi pour ça, c'est de sentir à ta place. Et en fait, c'est ça c'est aussi le marathon, c'est-à-dire que oui, tu vas prendre plus de plaisir. Donc, en fait, quand tu es chef d'entreprise, si tu prends pas de plaisir, ça se ressent dans les équipes. Et donc, ça se perçoit. Donc, je pense que c'était une manière de... Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je ne travaille plus le vendredi. C'est ça mon 4/5e égoïste. C'est que le vendredi, c'est ma journée à moi, pas la journée pour les enfants. Je te l'ai dit au téléphone. Tu m'as dit non, c'est pour moi. Pas du tout la journée maman, c'est la journée hyper égoïste où je fais que des trucs de kiff. Donc je vais me faire masser, je vais déjeuner avec des copines, je vais faire de l'escalade, C'est quoi le programme là ce vendredi? Ce vendredi, j'ai un massage de prévu. On m'a offert un super massage dans un super spa pour mon anniversaire, et donc voilà, je vais faire ça. Trop cool. C'est mieux que la boxe. Ouais, c'est plus détente. Et pour l'instant, j'ai ça. Et tu vois, je me cale pas forcément 20 000 trucs parce que je me laisse te demander un peu... aussi. T'aimes bien flâner En fait, c'est se laisser un peu le droit d'avoir du vide aussi, quoi. En fait. Le vide, c'est quoi? Tout à l'heure, t'as dit que dans le... Je sais plus... Ouais, dans le vide, j'allais dire ne rien prévoir, c'est là où il y a les meilleures opportunités. Ouais. Est-ce que tu as un côté, tu parlais de faire des cours de poterie, un côté, là je vais sur la créativité et en même temps l'ennui qui cultive la créativité. Ouais. Donc, je sais pas s'il y a un lien, est-ce que tu te retrouves dedans? Est-ce que ce vendredi nourrit ça? Je pense que ça nourrit ça te permet de prendre un peu de recul. Ouais. En fait, inconsciemment sur ça. Et effectivement, moi, j'ai une part, j'ai très le côté cerveau gauche, cerveau droit, c'est-à-dire que j'ai en même temps ce côté hyper cartésienne, rationnel, carré. Il y a deux Leslie qui se parlent, quoi. Et il y a le parti part de l'enfant, machin, plus créative, plus et encore que j'exprime un peu en tant que chef d'entreprise, que j'exprimais pas du tout en tant que salarié, mais que j'exprime un peu plus en tant que chef d'entreprise, mais peut-être pas suffisamment. Et donc, c'est aussi se laisser cette part de cette partie-là de Leslie. Et qui du coup te nourrit parce que tu es plus complète, et du coup quand tu reviens au bureau, je trouve que oui, effectivement, cette journée entre guillemets perdue, tu la retrouves différemment. Je sais pas si c'est un truc palpable ou pragmatique, mais depuis septembre, est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé, donc depuis que tu as commencé le 4/5e, pour à part que tu dors mieux, j'espère? Ouais. Je sais pas si je dors mieux, j'ai toujours bien dormi, ça j'ai jamais eu de problème pour dormir, mais je pense que c'est le plaisir, en fait. Ok. C'est le plaisir à venir bosser au quotidien.
Et genre le lundi matin, tu Je l'attends suis avec plus contente. Je d'excitation. suis contente Ok. parce que j'ai eu ma dose de... Je suis pas frustrée, j'ai eu ma dose de temps pour moi. Et donc, j'ai l'impression que je suis plus prête à donner à mes salariés, à mes clients, aux indépendants. Enfin, on fait un métier, on est hyper sollicité. Moi, je passe ma vie au téléphone, en rendez-vous, à parler à des gens. Et en fait, du coup, j'ai eu ce moment pour moi et donc j'y vais avec plus d'entrain. Et je pense que inconsciemment, ça se ressent. Donc, je vais pas dire que j'ai fait x2 de chiffre d'affaires depuis que je suis passée au 4/5e. Mais ouais, moi, je trouve que ça me... Et puis, je suis fière de moi parce que c'était un vrai... Enfin, c'est pas naturel chez moi de m'autoriser à prendre comme ça un jour off sans culpabiliser de tes équipes qui continuent à bosser le vendredi. C'est le mot que j'avais, la Ça a été culpabilité. très, Ouais. très dur. Et ça, je remercie mon associé parce qu'il m'a tout de suite dit, mais évidemment, si ça doit te faire du bien, fais-le. C'est une évidence. Et Et c'est lui qui pareil, t'a les équipes, encouragé à c'est continuer. lui qui m'a encouragée. Les Ouais. équipes aussi ont dit, mais très très bien. Et au contraire, tu vas encore plus apprendre à déléguer ce à quoi on m'encourage, parce que c'est pas forcément naturel chez moi de côté déléguer, faire confiance, lâcher. Et C'est un voilà. des changements qu'il y a eu depuis le 4 Et je pense que ça a aidé. Ouais, exactement. de Tu vois, en te te dire disant, que ça m'aide dans ce chemin, qui est un chemin progressif, mais chaque année, je pense que j'évolue là-dessus, mais d'apprendre à déléguer, à... tu l'as dit, je crois, en comparaison avec la première année où tu disais je pouvais pas prendre un jour pour moi, j'étais à fond dedans. Mm. Juste sur le 4/5e, ça t'arrive de bosser le samedi ou le dimanche sur ton ordi ou pas du tout? C'est très rare. Ah, donc tu C'est arrives à le très rare. couper. Ouais. Alors, je voulais juste mettre une mini parenthèse, ça c'est pour moi, mes grands fans de rap, quand t'en parlais tout à l'heure. Il y a une musique de Kendrick Lamar, bon, je fais la Ouais. traduction en française, mais il dit tu ne peux pas aider les autres si tu ne t'aides pas toi-même. Eh ben, c'est Et- un vrai... j'apprends tu vois, ça, c'est un truc que j'essaye d'apprendre et de mettre en pratique au fur et à mesure, mais c'était pas du tout inné chez moi, mais c'est Et hyper tu vrai. l'apprends avec l'expérience. Et je trouve ça magnifique que ce soit ta team ou, ou ton Mhm. cofondateur qui te dit, Mhm. ouais, qui te connaît peut-être mieux ou qui voit des Ah choses ouais, que bah, toi, tu t'arrives sais, pas à voir. je dis que Aristide, donc mon associé, je dis toujours que c'est mon deuxième mari. Parce Ouais, qu'il j'espère que le premier mari, ça le premier dérange mari, pas. il sait que je dis ça, donc il reste le valide. premier. Ok, Mais reste le en fait, premier. quand tu as un associé, il connaît tes qualités, tes défauts, Il doit connaître une autre tes jours lessive. avec, tes jours sans. Donc pour moi, Ouais, il te bien connaît sûr. aussi bien avec aussi les mauvais côtés, autant que ton mari qui te supporte au quotidien. Donc je trouve que et c'est vrai dans les deux sens. D'ailleurs, je pense qu'on se connaît aussi bien que nos maris et femmes. Ça file, le temps file. Ouais. En plus, j'ai une question, mais je crois que je l'ai oubliée. Mais c'est pas très grave. Je vais parler des femmes. Ouais. Je vais te la poser cash déjà. Est-ce que tu sens que tu as une responsabilité ou une envie d'être un speaker pour ces femmes, tu vois, un mégaphone pour justement représenter les femmes dans le milieu indépendant et entrepreneurial ou créatif? Écoute, moi, je suis très féministe et en même temps, c'est toujours dur d'être un speaker pour les autres. Moi, je suis féministe. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet où j'ai un vrai sentiment de sororité, Ok. si tu veux. Et donc, que ce soit dans notre communauté, où je te disais, on n'a que 30% de femmes indépendantes. Et moi, c'est un vrai sujet qui me tient à cœur d'aider les femmes à sauter le pas vers l'indépendance. Et donc, on avait monté un mouvement qui s'appelle Les Indépendantes, qui a une logique de mentorship, de communiquer sur des femmes qui ont sauté le pas pour aider d'autres à oser sauter le pas. Tu vois, ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Ça, c'est un vrai sujet. Et oui, effectivement, je pense que je viens d'un environnement assez macho. Et donc, je pense qu'il y a une part de moi, tu vois, c'est les traumas de l'enfance, mais qui me pousse à me dire qu'en tant que femme, j'ai encore plus d'ambition que peut-être si j'étais un homme. Parce que peut-être on attendait moins de moi que si j'avais été un homme, tu vois. Et donc, du coup, ça me travaille. Et au quotidien, je pense que c'est un sujet qui me pousse à me dépasser. Ta fille est jeune, hein? Ouais. Est-ce que tu le retranscris à travers elle? Parce qu'on est sûr Alors, et certain. clairement, oui. Oui, on a des biais, qu'ils soient Clairement, oui. positifs ou négatifs dans l'éducation. En fait, non, je fais hyper gaffe d'élever mon fils et ma fille de la même manière. Ok. Et d'avoir le même, de les motiver de la même manière sur plus tard faire quelque chose qui leur plaît, être indépendant financièrement, réussir. Bon, ils sont encore jeunes, ils ont 9 et 12, donc on n'en est pas encore. Mais ouais, ça c'est un truc auquel je fais attention. Après, je pense qu'on a malgré tout des biais dans l'éducation et on le Bien sent, sûr. tu vois, le côté. Par exemple, une fille, tu vas 10 fois plus lui dire ah, t'es jolie, ah, t'es belle. Tu vois, le côté.
Alors qu'un mec veut Un grave mec, l'entendre aussi. un mec, ouais, mais t'es moins là-dedans. Ouais, je comprends. T'es moins là-dedans. Enfin, je pense qu'il y a des petits biais implicites, mais qui poussent à un peu sois belle et tais-toi, ou un peu à. Et en fait, même si tu fais attention, je pense qu'inconsciemment, dans les compliments que tu vas faire, ou dans ce que tu vas. Ça se ressent un peu, et donc ça, c'est un truc auquel j'essaie de faire attention. Bon, bah, j'en parle dans quoi, 10, 12 ans quand ta fille sera entrepreneur. C'est tout ce que je lui souhaite. C'est tout le mal que je lui souhaite. Ça, elle sera majeure du coup. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai mon Ouais, frère et ma je sœur sais qui pas. sont entrepreneurs. D'accord. Et donc, je pense qu'il y a un truc dans les gènes Ton conjoint, il est d'entreprendre. dans quelque Mon mari, chose. il est avocat. Ok. ton Donc, mari il me est conseille pas mal. Mais C'est indépendant une forme un peu, d'entrepreneur. ou- Il est dans un gros cabinet, mais bon, tu dois quand même développer gère ton ses business, clients et tes tout. clients, etc. Mais c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Et sur juste les métiers que les femmes occupent en tant que talent chez vous. D'ailleurs, on l'a pas dit, hein, mais c'est quoi, 3600? 3700 là aujourd'hui exactement. Ah, Ouais. je sens 3700 le talents. board que tu Oui, vois ça tous les évolue, c'est jours. 100, c'est 100 de plus tous les mois en fait. Donc, Ok. Mais 100 en même temps, Ouais. 100 de plus, c'est quoi, 3 personnes par jour. Donc Ouais, c'est on ça. peut les gérer. Donc, oui, 3700. Combien d'entreprises? Pardon, 250 entreprises clientes. Ok. Ouais. Et quel Un est le tiers du taux de CAC repeat 40. Le taux de repeat, il est. Alors, c'est plutôt nous, on le regarde par personne, mais il est à plus que 50%. Sur les talents, tu veux dire, du coup? Ou Sur un contact client, Ah, un en contact moyenne, dans une entreprise. 50% de nos clients vont commander au moins 2 missions. C'est pas mal. Ce qui est pas mal. C'est un beau. Ce qui est pas mal. Ok. Du coup, c'était pas du tout ça ma question. Ma question, c'était les métiers représentés chez les talents féminins. Femmes, Ouais. ouais. Il n'y a Chez pas vous. forcément de, si tu veux, de Tu vois pas un spécificité, truc? Non. si ce n'est si ce n'est les mêmes biais que tu peux voir dans l'entreprise sur les différents métiers. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes en RH que de femmes product owner. Bah, c'était la question. Ouais, ou, de la ok. même manière que dans le Ou en salariat, tu finance, vois ça, Ok, donc tu c'est le repris. vois, c'est assez reproduit parce qu'en fait, nous, nos indépendants, c'est des gens qui étaient souvent en poste en entreprise et qui ensuite deviennent indépendants. Mais en 5-6 ans, est-ce que tu as déjà eu le shift d'une personne qui venait du luxe, Mhm. on va dire, gros cliché, hein, Ouais. une femme et qui se retrouve dans du product parce qu'en fait, au bout de 3-4 ans, grâce à Wim, elle a pu se diversifier, quoi. Je dirais que ça, c'est pas spécifique aux femmes. Je dirais Ok. que nous on essaie justement d'aider les indépendants à diversifier leur champ des possibles en capitalisant sur une petite partie de ce qu'ils ont fait, mais en essayant d'ouvrir vers d'autres choses. Donc, une femme qui a envie, en tout cas, d'évoluer. Disons, quand tu es indépendant, comme tu changes de mission tous les 3 mois, tu vois, c'est la stratégie des petits pas. Donc, je pense que c'est plus facile que quand tu es en CDI où tu vas Bien rester sûr. 2 ans à chaque poste. C'est plus facile d'aller évoluer step by step un peu plus vers ce vers quoi tu veux aller. Et de te former éventuellement en parallèle Ok. sur des choix de formation vraiment sur mesure que tu vas choisir pour toi. Donc ça, je pense que c'est effectivement, si tu as envie d'aller vers ça, ça te permet d'y aller plus vite. Donc, l'indépendance ou l'entrepreneuriat peut être une solution. Bon, j'arrive à mes dernières questions. Mhm. As-tu pris du plaisir déjà? Il y a un seul sujet. Vas-y, je te Ouais, laisse non, répondre oui. déjà. Beaucoup de plaisir, ça passe hyper vite. Donc je Bah, sais pas si je parle trop, mais... Non, du tout. Je pense que le but, c'est d'apprendre à te connaître, de comprendre comment tu t'es lancé et quelle est ta vision aussi Mm. aujourd'hui. Il y a un sujet dont on n'a pas forcément abordé, c'était, moi j'aimerais comprendre aussi comment on fédère. Mm. Mais bon, vous êtes 15. Je pense que aussi on a parlé de déléguer, de donner plus de... Ouais. Et puis je pense, dis-moi si je me trompe, mais que l'avis aussi de tes employés est important. Et le fait est que tu leur as même demandé peut-être pour le 4-5e. Donc on va pas faire le truc Ouais. là-dessus. Moi j'ai une première question qui est toute simple. C'est quoi le conseil que toi t'aurais aimé entendre avant de te lancer? Et peut-être le conseil que tu donneras à tes enfants. Mais pour n'importe quelle personne qui veut, Tu veux pardon, créer une boîte. entreprendre ou être indépendant, créer sa propre offre en tant que freelance. Il y a plusieurs conseils. Le premier, c'est, c'est qu'en fait, peut-être qu'une stratégie quand tu montes ta boîte, d'abord, c'est d'être un peu opportuniste. Ok. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir avoir un super produit ou un super concept ou avoir exactement tout peaufiné, tout Mhm. prêt avant de se lancer. Nous, je te disais, on a commencé à rouler en construisant la co-construire voiture et en avec. racontant à nos clients, on n'avait rien, en disant oui, on est une équipe, on développe. Enfin, c'est pas fake it until you make it, mais c'est aussi do it. Enfin, tu vois, sans Projette-toi, forcément, vas-y quoi, et t'apprends en marchant. Accepte d'apprendre en marchant et donc attends pas lance-toi, confronte-toi le plus vite possible au marché
pour tester un peu ton offre, avant d'avoir tout développé, ta super plateforme digitale, ton super écosystème, etc. Donc ça, c'est un premier conseil, c'est d'y aller vite en te confrontant au marché. Et après, le deuxième conseil, c'est, parce que je te disais, moi, j'ai failli, entre guillemets, monter des boîtes plusieurs fois, enfin, travailler sur des projets qui n'ont pas abouti. Et en fait, je pense que c'est aussi, je pense que c'est important quand tu montes une boîte de réfléchir aussi à est-ce que ce projet-là, au-delà d'être une bonne idée d'un point de vue marché, est-ce que c'est un écosystème dans lequel je pense que je vais m'épanouir? Tu vois, au quotidien, avec qui je vais être, enfin, ça va être qui mes interlocuteurs au quotidien et est-ce que j'ai envie que ce soit ça ma vie? Comme Est-ce- tu dirais à quelqu'un en entretien, regarde qui est ton boss. Ouais. C'est peut-être plus important que tes tâches par moment, quoi. Exactement. Ouais. Et de la même manière, quand tu montes ta boîte, en fait, si tu veux le monter, je sais pas moi, dans un écosystème du pur digital, si c'est un truc, si t'as pas envie de parler à des mecs dans l'IT, bah non, faut pas faire ça, même si c'est une super idée. Et en fait, moi, je pense que ce qui a fait que oui m'a pris, c'est qu'en fait, j'étais vraiment à ma place. Mhm. C'est la logique un peu d'ikigai, je sais pas si ça te parle. Bien évidemment. Voilà, d'être au bon endroit. Enfin, voilà, D'être vous regarderez, aligné. Ouais, d'être ouais, ouais. aligné entre ce que j'apporte, ce que j'ai envie de faire et ce qui contribue à apporter de la valeur. Et je pense que ça, c'est aussi un vrai conseil qu'on sous-estime parfois, de se poser la question avant de monter son truc. Est-ce que je m'y projette pendant plusieurs années? Avant Parce que, même de valider le marché, avant même de ton premier conseil, par exemple. en tout cas, en parallèle. Ok. Mais, De toujours mais en tout cas, tu montes pas si tu sens pas qu'il y a peut-être une idée qui sera excellente, mais elle n'est pas pour toi. Il faut Ok. accepter de laisser des idées excellentes si tu sens que c'est pas là où tu vas t'épanouir. Quand on fait 16 millions Mm. avec 15 personnes en l'espace de 6 ans, est-ce qu'on se dit qu'on peut aller chercher 100 millions toujours en autofinancement ou est-ce qu'on a l'ambition d'aller scaler à un moment et de lever des fonds Alors nous, on a toujours eu l'ambition de scaler, parce qu'on a fait 3, on a fait 8, on a fait 16. Enfin, je veux dire, chaque année, on essaye de croître et la croissance est un de nos moteurs. Et donc, il y a un vrai enjeu de garder le même niveau de qualité tout en scalant. Donc, on a vraiment cette logique de croissance, on l'a clairement. Comment on fait ça? Comment on fait ça, justement? Enfin, aujourd'hui, on est dans une logique d'autofinancement avec un équilibre, justement, entre nos invests, que ce soit des recrutements, que ce soit nous digitaliser, mettre de l'IA, etc., améliorer nos process, tous ces sujets-là, et continuer à apporter le quali, l'humain avec nos clients. Demain, je pense qu'effectivement, on ne s'interdit pas soit de lever des fonds, soit on est sur un marché qui devient de plus en plus mature, où il y a un peu des phénomènes de consolidation. Oh! On À s'inter- racheter ou à se Bah, faire dans les deux racheter? sens, mais en tout Ok. cas, à un moment ou à un autre, effectivement, la question pourra se poser. Moi, quand j'ai monté WIM, on s'était dit avec mon associé, on se laisse 5 à 10 ans. Ok. Ça fait 6 ans, j'en ai encore plein sous le pied, donc on n'est pas du tout dans une C'est ça. urgence. Ok. Mais comme je suis quelqu'un, effectivement, d'opportuniste qui croit aux rencontres et à la belle étoile, c'est effectivement une possibilité de se dire à un moment, pourquoi pas consolider soit par en dessous, soit se faire acheter par un plus gros et développer dans l'écosystème du future of work au sens large une offre plus diversifiée. Donc, c'est des options possibles sur l'avenir. Voilà. Je sais pas s'il y a des cibles / des acquéreurs dans mon N'hésitez audience. pas, je Il y a serais des ravie de vous investisseurs, rencontrer. c'est sûr. Donc, chers investisseurs parisiens, contactez Leslie. Question sur la quête de sens et le moteur. Ouais. Et elle est bizarre, ma question, mais je l'adore. Qu'est-ce que tu voudrais... tu vois ce que c'est l'épitaphe? Ouais. Ok, bah, quelle réponds. serait ton Ouais. épitaphe? Waouh. Ah, je saurais pas le dire. De quoi voudrais-tu être souvenu? Enfin, remembered for. Tu vois, on dirait Leslie, garçon, C'est super dur. maman, entrepreneur. Écoute, une idée. Alors, clairement, oui, je pense que cet équilibre et perso et pro, donc à la fois maman, femme, entrepreneur, cet équilibre, je pense que c'est quelque chose autour de ça. Et puis après, c'est autour d'aider les gens à s'épanouir. Je pense que c'est un de mes moteurs au quotidien. C'est en fait ce qui fait que j'adore mon métier, c'est quand je sens que j'ai aidé des gens à devenir indépendants, que j'ai aidé des clients à s'épanouir dans leur métier. C'est vraiment ce qui me motive, ce qui me nourrit. Quand on me dit merci, c'est génial la mission que je fais. En fait, j'adore, je kiffe. Et plus globalement, enfin voilà, aider un peu ces gens-là à trouver un peu leur chemin à eux, c'est quelque chose qui me... Donc ça serait un truc autour d'aider les gens à trouver leur voie et à s'épanouir. Peut-être quelque chose autour de ça.
Est-ce que dans l'aide dont tu parles, il n'y a pas une sorte... Est-ce que tu te sens responsable de devoir faire du bien aux autres? Et est-ce que les gens peuvent voir ça comme de l'aide, mais en réalité, c'est juste de l'égoïsme pour toi-même qui est de toi te sentir utile et épanoui? Ah, clairement. Ouais, je pense que... L'égoïsme noble, hein, mais... Ouais, c'est une forme de... En fait, t'as envie de sentir que t'apportes un impact, on va dire, dans ce monde. Mhm. Et c'est vrai que quand tu aides quelqu'un, en fait, il y a aussi une autosatisfaction de sentir que tu contribues et que tu apportes un impact. Je pense que j'ai pas choisi par hasard la boîte que j'ai montée où en fait je place des gens dans les entreprises. Donc c'est des gens en fait, quand je place un indépendant, c'est-à-dire que quelque part, j'influe énormément sur sa vie parce que pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est le job qu'il va faire au quotidien. Tous les jours, il va se lever pour faire un truc où c'est nous qui l'avons placé. Et je pense que ça, du coup, c'est un vrai impact dans la vie des gens, de notre offre. Et en fait, je pense que c'est quelque chose... Enfin, tu vois, quand j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps, je pense que c'est aussi un des moteurs qui a fait que j'ai choisi ce métier-là plutôt que les salons de coiffure que je voulais faire. Où oui, quand tu fais un super brushing ou une super couleur à quelqu'un, ça apporte beaucoup, mais peut-être pas autant que ce que nous, on apporte. Et je pense que ça a été un des moteurs qui m'a fait choisir de monter WIM, en fait, a posteriori. Il y a une dernière variable dans tout ton récit qui me manque. Dis-moi. Je ne sais pas si tu vas pouvoir nous la donner. Oula, j'ai peur. Qu'est-ce On que dit tu que veux? l'entrepreneuriat vient d'une certaine folie par moment, irrationnelle. On en a parlé, tu as tes deux cerveaux qui se parlent. Aujourd'hui, tu nous as dit que tu avais cette envie de... Et donc, du coup, cette folie, pardon, peut venir d'un certain trauma, de choses qui se sont passées. On hérite aussi de la mémoire de nos proches, etc. La question est simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as voulu aider avant et que tu n'as pas pu aider, et c'est pour ça aujourd'hui que tu fais WIM? C'est marrant de me demander ça. Écoute, j'y ai pas réfléchi, mais là, ça me... Non, je pense pas comme ça. Ok. Si, peut-être. Enfin, ça devient... Ok, mais ça vient Mais du peut-être, perso mais aussi, c'est il y a des possible. choses qui C'est trigger. possible et j'en ai... Ouais, Et donc le ouais. travail peut combler C'est quelque possible que chose. d'une manière ou d'une autre, ouais, tu as envie d'aider. Je pense que c'est hyper fin ce que tu dis. Hein. Parce qu'en fait, C'est de l'impro. j'en parlais avec ma sœur il n'y a pas longtemps sur un trauma qu'on a vécu et où effectivement, il y a eu cette part de envie d'aider. Ok. Et je pense que ça a dû un peu jouer. C'était dans ma petite enfance, mais ça a dû un peu jouer. Mais j'ai pas trop envie Il y a pas d'en de dire souci. plus, mais t'as raison. Moi, l'idée à travers ça, c'est que je pense que toute personne qui est en train de créer contre vent et marée et qui y croit, au bout d'un moment, c'est ni de l'argent, c'est même pas de l'ego. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a aussi des choses. Ouais, quand Et ce tous les jours tu truc-là, te bats. ce truc-là peut être ce petit trauma, cette petite chose peut être néfaste dans ta vie et un jour, ça peut être un déclic. Et en fait, moi, je me d'accord. rends compte avec toutes les personnes que j'échange, dont toi, sans rentrer sur, tu vois, le détail de ce truc, mais de se dire que ce truc-là, tu Ouais. peux en faire une force et le combler carrément dans le travail. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est effectivement, enfin, et puis c'est connu, tous les grands artistes aussi, parce qu'on parlait de créativité souvent, où il y a On un n'est pas obligé trauma. de prendre des drogues hein, après. Non, mais on a souvent vécu un trauma. Et moi, je sais que quand je hurle sur mes enfants et que je me dis merde, je vais les traumatiser, je me dis c'est pas grave. En fait, tous les grands génies ils ont feront été de d'une l'argent. certaine manière traumatisés, donc c'est pas grave, ça me déculpabilise quand je leur ai un peu trop hurlé dessus. Bon, on espère que ton mari valide aussi, du coup. Bon, dernière question, promis. Je sais que je dis ça, mais là, c'est très vite. Et c'est une seule réponse à chaque fois. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse au quotidien, chère Leslie? Je dirais 8. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche, Leslie? Quand tu vois le monde dans lequel on est, duquel on est entouré, je dirais 10, parce que tu peux pas... Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien? 10 aussi. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job te demande de l'effort au quotidien? À quel point il est difficile? 7. It's a wrap! Voilà. Un grand merci. Merci beaucoup à toi. J'ai passé un super moment. Merci de t'être livré et d'avoir joué le jeu. Je te l'ai dit, tes notes sont là. Tu ne les as pas regardées une J'ai seule pas fois. regardé mes Ça veut notes. dire que j'ai La réussi bonne ma élève en mission. moi a accepté de se laisser. Eh ben aller. merci pour ta confiance. Très sérieusement, merci Leslie pour ta confiance. Merci à Cyril pour sa confiance. Merci Cyril. Et voilà, d'avoir fait des étincelles. Merci à vous qui nous avez suivis en vidéo, en audio. J'aime bien terminer avec ça. Moi, je dis un grand merde à toutes les personnes qui galèrent ou pas d'ailleurs, mais un grand merde qui veut dire bonne chance. Hein. Merde. Et voilà. J'ai envie de vous dire à la semaine pro pour un nouvel épisode. À très vite. Bye bye.